Elle, c'est Shannon, et son job, c'est de torturer les entrepreneurs comme toi. En fait, elle t'apprend à vendre sans te brader. Ne donnez pas de prix tout de suite. Parce que la vente, c'est toujours la corvée. Ce moment décisif où tu dois confronter ton petit nuage à la réalité du marché. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, tu vas connaître la meilleure méthode de vente pour les fondateurs. Le marketing, c'est une étape. La vente, c'est une étape. Les deux combinés, c'est un business. Tu vas savoir quelles questions poser à ton prospect pour le closer. Tu vas aussi savoir comment répondre quand un client te demande une garantie de résultat ou les meilleures techniques pour relancer sans forcer ou gérer une demande de discount. Toutes ces questions que tu t'es déjà posées sans jamais oser les formuler, elles sont adressées sans tabou par deux nanas qui l'ont déjà fait. Bienvenue dans Marketing Square. Shannon, bienvenue. Merci. Trop contente de te recevoir pour la première fois dans Marketing Square. Je pense que ça fait 1 an que je voulais t'inviter, qu'on cherchait le bon thème et là, ça y est, on l'a trouvé. Eh bien, écoute, trop contente parce que je les écoutais, tes podcasts. Et donc, du coup, je suis très contente d'être de l'autre côté du studio. Et on va parler d'une de tes spécialités aujourd'hui, parce que moi, il y a plein d'entrepreneurs, quand j'apprends que c'est eux qui font leur propre vente, très rapidement, je leur dis, mais prends un closer, c'est absolument pas à toi de le faire. Parfois, c'est aussi un très bon exercice de le faire soi-même. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce qu'il faut passer par cet apprentissage ou est-ce qu'on peut aller directement à la case arrivée et trouver une équipe qui fait ça pour nous? Avant de passer à la suite de l'épisode, un grand merci à mon assurance Hiscox qui est sponsor de cet épisode. Hiscox, c'est l'assurance préférée des consultants, des indépendants, mais aussi des TPE, PME. Si vous êtes à votre compte, vous avez tout intérêt à avoir une assurance à vos côtés pour ne pas mettre votre activité en péril. Pour vous renseigner, c'est gratuit. Rendez-vous sur le site de Hiscox pour effectuer la simulation en fonction de votre activité. Et maintenant, place à l'épisode. Mais justement, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce principe de embaucher quelqu'un pour le faire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, c'est pas magique de déléguer la partie vente. Et j'en ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet parce que moi aussi, j'ai dû, au bout d'un moment dans mon business, déléguer la vente. Et en fait, on peut pas juste prendre quelqu'un et lui dire, tiens, bah, vends mon service, fais de la magie et puis fais-moi des ventes. Ça se passe pas comme ça. Comme toute délégation, il faut un process, il faut comprendre ce qui marche pas. Il faut accompagner la personne à vendre le service aussi bien que nous-mêmes. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la majorité des freelance entrepreneurs et solopreneurs, bah, ils vendent de la prestation de service que eux-mêmes vont délivrer. Et du coup, le client en face, quand il vient, s'il a quelqu'un d'autre qui ne va pas délivrer le produit, il va forcément avoir une méfiance. Et le pouvoir du fondateur, parce que c'est vraiment le syndrome du fondateur, c'est on crée davantage de confiance vis-à-vis du prospect quand c'est nous qui délivrons le service. Donc pour toi, n'importe quel entrepreneur, il doit absolument vendre et opérer, mais comment on fait pour croître alors? En fait, il faut dissocier deux choses. La première, c'est que vendre, c'est indispensable pour pouvoir opérer correctement. C'est en parlant à ses prospects et à ses clients qu'on va comprendre ce que le marché veut et surtout ce pourquoi il est prêt à payer très cher. Et un entrepreneur, il va avoir plusieurs phases. Il va avoir une phase où au début, forcément, ses prix vont pas être très élevés parce qu'il a besoin de se faire de l'expérience, un portfolio, des clients, etc. Donc, il va vendre à un certain prix. Au fur et à mesure de sa croissance, bah, il va augmenter ses prix parce que preuve client, parce que délivrabilité. Et puis, il y a un moment donné où s'il veut déléguer, il va falloir qu'il délègue sur des offres qui sont plus petites, mais qui sont déjà robustes, qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché, qui ont déjà de la preuve sociale, où justement la personne qui va la vendre va savoir exactement comment la vendre. Et surtout, en général, c'est plus lui qui délivre ces petites offres. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux choses à dissocier. C'est dans tous les cas, pour moi, l'entrepreneur et le solopreneur devra toujours vendre, peu importe le stade de sa boîte. La question, c'est juste quelle typologie d'offre il va vendre. Et plus on grandit, plus on est sur des gros deals. Tu prends des gros entrepreneurs, même du Steve Jobs ou même du Elon Musk, pour te dire, ils sont sur les énormes deals. Ils sont présents. Parce que c'est indispensable, c'est ce qui fait rentrer l'argent dans l'entreprise. Donc, on n'arrêtera jamais de vendre, peu importe le stade où on en est. La question, c'est quelle typologie d'offres je vends et surtout, comment je vends. En fait, il y a plein de manières de vendre. Tu peux vendre par du partenariat, tu peux vendre justement via du contenu ou autre. C'est pas forcément du rendez-vous face à du client, mais le premier pilier d'un entrepreneur, peu importe sa boîte, c'est générer de la croissance. Et ça, c'est par ramener du revenu dans l'entreprise. Et surtout, il y a une méthode de vente dont on parle jamais, qui est un peu qu'on pourrait caractériser d'anti-vente, c'est juste rendre service. Et moi, ce truc-là, plus je me trimballe à des événements un peu networking, plus je me rends compte que c'est surpuissant d'arriver en n'ayant aucun autre enjeu que d'aider la personne. C'est-à-dire que systématiquement, quand je vais dans un mastermind, quand je vais dans un événement business, la personne va commencer à me montrer son compte, tout ça. En fait, je lui donne mes meilleurs conseils. J'essaye rien de lui vendre. Et la personne est tellement choquée parce que je pense qu'on vit dans un monde où
tout le monde, maintenant, on a trop appris à forcer la vente, tu vois. Et je pense que les écoles de commerce, ils sont pour quelque chose, à nous avoir trop inculqué, genre, allez-y, il faut y aller, il faut relancer le client, il faut matraquer, un peu à l'américaine. Et en fait, le soft power, je trouve, c'est vraiment, aujourd'hui, en tout cas, il y a un glissement vers de la confiance, du donner d'abord, de la demand gen, de je te rends service, je te vends rien, limite si tu veux m'acheter, je te dis attends, parlons-en plus tard. En fait, ça, un peu comme dans un date, ça cartonne parce que derrière, moi, les gens, ils reviennent me voir, ils veulent absolument m'acheter un truc et je suis là, bah, en fait, t'en es pas là. Ils me disent, non, non, mais enfin, dis-moi comment on peut bosser ensemble. Et je leur dis, je travaille pas en direct avec les gens. Mais du coup, à partir de là, j'ai créé un lien et je sais qu'ils vont derrière me faire confiance sur n'importe quoi. Et je trouve que les solopreneurs n'appliquent pas assez ce truc-là, cette méthode d'anti-vente que toi aussi tu utilises, enfin, parce que c'est ça être entrepreneur, c'est rendre service. Mm. En fait, au-delà de ça, je pense que ce que tu fais, c'est pas vraiment de l'anti-vente. En fait, t'aides la Mm. personne à décider. Le fait est que quelqu'un vient te voir avec un problème qui est potentiellement flou, qui est en fait le Mm. cas de tous les prospects qui vont voir des prestataires. Ils n'ont pas forcément mis le doigt sur le bon problème. Et en fait, toi, t'apportes juste de la clarté. En fait, la clarté que tu as apportée fait que eux, ils se disent, il y a personne qui sera mieux capable de résoudre ce problème-là que Caro. C'est pour ça que j'ai envie de travailler avec elle. Parce qu'elle l'a mieux compris et elle m'a déjà apporté de la valeur. Donc, j'ai envie qu'elle m'explique comment le faire. C'est vraiment le après. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas dans un supermarché et qu'on te donne à goûter des petits chocolats. Bon, il y a quand même beaucoup plus de chances que tu les achètes. Et c'est exactement la même chose. Tu as donné déjà un peu de valeur, des Un conseils. sample. Exactement. Un échantillon. Et du coup, les personnes ont envie d'aller plus loin. Après, toi, tu dis, oui, on peut pas m'acheter. Donc, forcément, ça crée de la rareté et de la désirabilité. Mais je pense que les solopreneurs et les entrepreneurs n'ont même pas besoin d'arriver à ce stade de dire non, non, m'achète rien, parce qu'il faut pas non plus tomber dans l'égocentrisme au possible, à dire ah non, non, moi je veux pas travailler avec toi, si tu me veux, il faut que tu me montres que tu me vas vraiment. Tu vas pas créer un business si tu fais T'es ça, pas qu'on soit encore au réaliste. niveau de bosser avec moi. Non, Non, mais mais c'est une vraie fait, quand technique. tu crées- Thibault Louis faisait ça, par exemple. Oui, tu mais en vois. fait, je pense que tu peux le faire à un certain niveau. Mm. Mais au début, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui, tu vois, ne sont pas au même niveau que ce qu'on peut être aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même important de le Mais prendre en compte. l'anti-vente, Shannon, ça peut être reviens, c'est ultra puissant, de créer juste du délai. Applique ça et reviens me voir dans 3 mois. Mais pour moi, tu vois, c'est pas vraiment de l'anti-vente dans ce cas. Ok. Pour moi, c'est je t'accompagne à prendre une décision. Si j'identifie qu'en fait, t'es pas au clair sur ce que tu veux vraiment, du coup, je vais pas vraiment t'aider à décider. Je préfère te laisser faire ta part du chemin d'un côté et revenir plus tard. Après, il faut bien évidemment le suivre, etc. Mais compte tenu du fait que tu as quand même du mal à te décider vis-à-vis des options, moi, ce que je te recommande, c'est attends encore quelques mois, pose-toi sur les différentes options et ensuite tu choisiras le chemin. Et là, on ira vraiment à fond ensemble. Mais parce que ton but, c'est d'être sûr que au bout du chemin, il va avoir une solution qui va être pertinente pour ton prospect. Est-ce que ça aide d'avoir une marque personnelle pour vendre? Avec les réseaux sociaux et la marque personnelle, tu peux dès aujourd'hui créer de la confiance avant même d'avoir parlé à quelqu'un. Et surtout, moi, c'est ce que j'appelle de la prospection à l'échelle. C'est vraiment la prospection at scale, parce que je peux avoir un message et il peut être entendu par des milliers de personnes. Et puis surtout, à force de répéter ce message, le cerveau va créer de la familiarité. Et plus il crée de la familiarité, plus il va créer de la confiance. Donc, bien évidemment que ça aide. Après, est-ce que ça permet d'en faire tout un business si on compte que sur la marque personnelle? Pas forcément, parce que moi, j'en ai beaucoup qui viennent me voir, qui sont très visibles sur les réseaux sociaux, mais qui ont du mal à convertir parce qu'en fait, ils sont dans cette posture de en fait, je veux te montrer que l'image que tu as vue sur les réseaux sociaux, c'est la même. Donc, du coup, je te coach, je te coach, je te coach. Oui, mais en fait, il y a un moment donné, il va falloir faire rentrer de l'argent parce que sinon, en fait, tu vas juste avoir des fans qui vont venir à toi et au final, ils vont aller avec un concurrent qui est moins cher parce qu'en fait, tu fais toute leur éducation gratuitement avec ton contenu et du coup, en fait, ils vont pas te payer parce que tu es trop cher. Le marketing, c'est une étape. La vente, c'est une étape. Les deux combinés, c'est un business. Par quoi est-ce qu'on commence quand on est du coup dans une situation d'un client intentionniste, donc qui a envie de nous acheter et qu'il pose la fameuse question « Oh, mais ça a l'air génial, Shannon, mais ça coûte combien tout ça ?» On l'a tous eu cette question au téléphone, en visio ou en vrai. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que sur un premier échange que vous avez eu avec une personne de, par exemple, 5 ou 10 minutes, vous avez fait ce que j'appelle un micro-pitch, ne donnez pas de prix tout de suite parce que vous n'avez pas suffisamment d'éléments. On l'amène jamais. Non, ne l'amenez pas personne. comme ça. Parce qu'en fait, le prix doit toujours être corrélé à une valeur. Tu vois, si en 2005, je t'avais dit, Caro, t'achèterais un téléphone 1000 euros, tu m'aurais dit, mais t'es malade. Ça va pas la tête ou quoi? Il n'y a aucun téléphone qui coûtait 1000 euros. Par contre, aujourd'hui, je te dis, Caro, tu paierais ce téléphone de 1000 euros ou 1000 euros? Tu me dirais, ah oui, totalement, parce que tu vois la valeur. Donc ça, c'est super important. Si tu me disais, tu vas pouvoir gérer tout ton quotidien pour seulement 2000 euros par mois et avoir des agents IA directement dans ta poche, j'aurais dit, OK, ça me va. Bien sûr, mais pour ça, tu as besoin de comprendre quelle est la maturité de ton prospect. Peut-être que si je t'avais parlé d'agent IA en 2005, tu m'aurais dit, mais attends, de quoi tu parles? Je comprends rien. Ouais. Donc, si c'est un échange qui est relativement très court, on n'a pas forcément eu le temps de creuser ce sujet-là, et donc je ne comprends pas le niveau de maturité. Et en ne comprenant pas le niveau de maturité, je ne peux pas jauger
ce que ça va vraiment t'apporter et donc le ROI de la solution que je vais te proposer. Donc, on propose un échange un petit peu plus long dans lequel on va creuser ce sujet. Et pour creuser ce sujet, on va justement poser des questions qui vont être relatives à la valeur que tu vas tirer de ça. Par exemple, Caro, aujourd'hui, en 2005, combien de temps est-ce que tu passes à mettre le GPS sur ta voiture? Dire, bah, je sais pas, je passe 10 minutes à mettre le GPS. Ok, bon, bah là, tu vois, j'ai une info, donc je pourrais dire, tiens, dans le téléphone, bah, tu l'as directement intégré. Je vais te dire, bah voilà, si jamais tu es perdu dans la rue, tu fais comment? Tu demandes à un passant. Ah oui, bon, bah ok, en fait, tu as le GPS sur ton téléphone. Je vais dire, ok, quand tu veux prendre des photos, tu fais comment? Tu vas me dire, ah bah j'ai plus de pellicule dans ma caméscope, Ok. etc. Et en fait, je vais récupérer toutes ces infos. Et donc, au moment où je vais te présenter le prix, je vais dire, bah tu vois, Caro, ton caméscope, tu peux l'oublier. Ton GPS TomTom dans ta voiture, il ne te sert plus à rien. Tu n'as plus besoin de parler à un passant si tu as envie. Et puis en plus, tu peux laisser tomber ton MP3 puisque je te mets tout dedans. Et si on est dans le cas, par exemple, on est coach ou thérapeute sur le burn-out, Mhm. comment est-ce que tu gérerais cette partie-là? Et c'est vraiment essayer de comprendre la situation actuelle, comprendre quel a été l'historique de la personne avant, quelles sont les étapes par lesquelles elle est passée, et puis surtout comprendre où est-ce qu'elle veut aller. En fait, c'est pas très cohérent si tu me dis que ça, pour toi, c'est un budget important, alors que de l'autre côté, tu me dis que c'est quelque chose qui te stresse, qui du coup te fait dépenser dans de la malbouffe, donc des Uber Eats, qui te fait finalement être mal dans ta peau, et donc du coup être beaucoup plus soumise aux achats compulsifs, d'être beaucoup moins heureuse, etc. Aujourd'hui, demain, si on devait mettre un budget sur résoudre tous ces problèmes-là, combien ça vaudrait pour toi? Et est-ce que du coup, c'est totalement Trop déconnant, forte. tu vois, Ok. de mettre ce budget-là là-dessus? Parce qu'en fait, je le corrèle à sa situation souhaitée, mais surtout en prenant en compte l'historique de ce qui s'est déjà passé, que ça montre que je te comprends et que je te parle à toi. Et ça, c'est une manière de présenter mon prix que je ne peux faire qu'avec toi. Et c'est là où on parle vraiment de personnalisation et pas de, tu vois, drop et dire, ah bah nous, notre offre, elle est comme ça. D'autant plus que freelance, coach, thérapeute, sauf s'ils ont des accompagnements sur étagère, très souvent, on va parler de sur-mesure, pas mal dans de la prestation de service. Du coup, si la personne arrive en disant combien ça coûte de travailler avec toi, toi, tu reframes, c'est-à-dire tu poses ces questions pour avoir un Toujours. maximum de contexte. Bah oui, je lui dis, ça dépend. Combien ça On se coûte de dépêche pas travailler de avec moi? répondre à la question Pas du avec tout. la voix qui tremblote, la goutte au milieu du front comme ça. Non, je lui dis, en fait, Ok. te donner un prix pour savoir combien ça coûte de bosser avec moi, ce serait pas cohérent. Tu veux savoir combien ça coûte de bosser avec moi si tu es Amazon et Decathlon, ou tu veux savoir combien ça coûte de bosser avec moi si c'est toi par rapport à ton besoin? À quel moment est-ce qu'arrive la présentation du prix? Pour moi, il y a plusieurs étapes dans la vente. Donc, en général, tu as une première étape, je dirais, de prise de contact. Donc, soit on a une démarche de prospection, soit on a quelqu'un qui va venir prendre rendez-vous. Et donc, dans ce cas-là, on va faire un premier appel pour confirmer le Le rendez-vous, pitch dont etc. tu parlais, les Donc, questions. voilà. Ensuite, on fait un rendez-vous découvert dans lequel on va avoir, du coup, pour moi, c'est déjà un cadrage. Il faut vraiment poser le cadre. Parce que le pire pour les entrepreneurs et les freelances, et je le vois quand je les accompagne, c'est pas tant de présenter le prix, c'est de présenter le prix et d'avoir des OK, envoie-moi une proposition, je vais réfléchir. Ça, c'est le pire. Et moi, le truc que j'ai énormément avec les freelances autour de moi, c'est ils me donnent pas le prix. Soit parce qu'ils ont trop peur, soit parce qu'en fait, ils sont pris dans l'énergie de l'appel et à la fin, ils se disent putain, ça m'a tellement obsédé que je l'ai pas fait. Et ils envoient un email a posteriori ou le fameux C'est le PDF. pire. C'est le pire. Ça, c'est vraiment le pire. Et moi, ce que je recommande toujours à mes élèves, c'est faut poser un cadrage dès le début. Comme ça, les attentes, elles sont claires. Un peu comme un contrat, tu vois. Ouais. Donc, le cadrage, c'est très simple. Et au Caro, ravi de pouvoir échanger avec toi. Moi, j'ai prévu 45 minutes. Est-ce que c'est toujours bon pour toi de ton côté? Ok, super. Donc, déjà, je valide le timing pour éviter qu'au bout de 10 minutes, tu me dis, je suis désolée, j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Super important parce que sinon, ça casse la dynamique. Une fois que j'ai validé ça, c'est l'objectif de ce rendez-vous, du coup, pour te faire la présentation, c'est dans un premier temps de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu as accepté ce rendez-vous. Ça marche aussi pour la prospection. Qu'est-ce que tu recherches? Savoir si effectivement je peux t'aider. Et si je peux t'aider, là, je te donnerai un premier niveau d'information sur comment. Et bien évidemment, je pourrais t'expliquer les prochaines étapes de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Est-ce que ça te convient? C'est OK de ne pas donner son prix lors du premier rendez-vous en fonction de ce que tu vends. Moi, j'ai beaucoup de clients qui vendent, par exemple, tu vois, des agents IA, etc., ou de l'automatisation. En fait, ces clients-là, ils peuvent pas donner un prix tout de suite parce qu'ils ont besoin de mettre les mains dans la solution, ils ont besoin de comprendre. Donc, il y a toute une phase de pricing qui est super importante parce qu'elle doit être auditée. Donc, dans ce cas-là, c'est pas grave. On dit juste, bon, là, j'ai toutes les informations. L'objectif, c'est que je me pose dessus, que tu puisses, toi, m'envoyer info A, info B, info C, et que derrière, lors d'un prochain échange, je puisse te présenter la proposition. Il y en aura pour à peu près 15-20 minutes. Ok. Et ça, on le fait en vrai. On évite la technique de l'autruche d'envoyer la Jamais on propale, envoie un devis par mail, c'est interdit. Quand mes élèves font ça, vraiment, mais je les maudis. Et la technique du téléphone, d'annoncer le prix par téléphone. Non, c'est une erreur, je pense aussi. En fait, c'est super important quand on annonce le prix de voir la réaction de la personne. Déjà, pour comprendre, en fait... Monsieur c'est Ah oui, mais quel était son référentiel? Tu vois, si je te dis, je sais pas, ce téléphone, il coûte 15 000 euros,
Bah, en fait, naturellement, Ouais. instinctivement, tu vas faire Au moment où tu poses tes questions de framing, est-ce que tu en profites pour dire: «Est-ce que vous avez déjà pensé à un budget? Est-ce que vous avez une enveloppe allouée sur cette tâche-là?» déjà, C'est on quoi dit ce jamais est-ce sourire? que, on dit qu'est-ce que. Transforme la question du budget avec un qui devant, tu vas voir, ça change tout. OK, vas-y. Quel est votre budget? Est-ce que vous avez un budget? Non. Quel est votre budget? Tu es obligé de me répondre. Bah oui, mais tu peux botter en touche de la même façon. Oui, mais le fait que ce soit une question ouverte fait que c'est Ouais, beaucoup plus tu raison, difficile pour très toi fort. de botter en touche que si je OK, te donne une question fermée. Est-ce que vous ouais, avez un budget? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Non. Quel est le budget alloué pour ce projet? OK, Comment vous avez construit votre budget? Bah, en fait, le sujet, c'est vous avez prévu de solutionner ce problème. Du ouais, coup, comment vous avez prévu de le solutionner? ouais. Tu les mets en défaut, tu leur mets le nez dans pas Bah, bien ça. bah oui, mais bon, Pas sinon je sympa, sers à c'est rien. dark Chanel. Après, c'est pas forcément indispensable de le poser, mais moi je dis toujours quel est le budget que tu as alloué pour ce projet ou pour la résolution de ce Mmh. problème. Personne ne va dire bah, je sais pas, j'y ai pas vraiment réfléchi, ok. Par rapport à ce que tu m'as dit, on serait sur un gain potentiel de X milliers d'euros parce que justement j'ai posé la question. Ouais. Tu me dis que tu perds du temps, on parle de combien de temps? Mmh. Donc ultra important avant d'annoncer Ouais, son prix de poser des questions de quantification. ouais. Là, tu es en train de me dire que tu as perdu 8 leads par mois. À 1 000 €, on parle de 8 000 €. Mmh. Donc là, en fait, on est en train de parler d'une perte de 8 000 €. Donc en gros, en fait, si tu prends pas ta décision d'ici un mois, tu remets 8 000 € sur la table. Qu'est-ce qu'on fait après alors? Tu crées de l'urgence, tu crées pas de l'urgence? C'est quoi Moi, je tes crée trucs? toujours de l'urgence. En gros, la question, c'est toujours qu'est-ce qui fait que depuis que tu as compris que c'était un problème, tu l'as toujours pas solutionné? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de le solutionner maintenant? Et qu'est-ce qui se passe si tu le solutionnes pas dans 6 mois? Et c'est vraiment de comprendre un peu tout ça. Et en fait, très souvent, en posant cette question, on évite l'objection ah, mais c'est peut-être pas le bon moment. En fait, Caro, tu me dis que c'est pas le bon moment, mais Mmh. je comprends pas trop parce que tu me dis que ça fait 2 mois que tu perds 8 000 € de lead parce que justement, tu Mmh. pas mis en place le bon système pour solutionner ça. En parallèle, tu me dis que ça fait 3 mois que tu es consciente de ce problème et tu pas non plus eu le temps de Mmh. trouver des solutions. Et d'un autre côté, tu m'as dit que Eh, je suis maintenant, pas venue pour c'était le bon souffrir, moment. OK? M'engueule pas. Ouais, en fait, mon but, c'est pas de les confronter pour être méchante et de leur dire Ouais. ah, faut que tu prennes la décision, t'es vraiment qu'un Mmh. débile si tu la prends pas maintenant. Mais c'est juste de dire en fait, moi, j'ai envie de comprendre où est-ce que tu évolues et à quel point est-ce que je peux t'aider. C'est comme un médecin. En fait, tu viens me voir, tu me dis j'ai mal au genou. Je souffre, vraiment, j'ai mal, ça fait 6 Mmh. mois et tout, j'ai pas trouvé de solution. Et je te donne un médicament et tu me dis non, mais je vais attendre un peu parce qu'en fait, je pars en vacances et du coup, j'ai pas envie de me mettre de la crème tous les jours. Bah, souffre. Ouais. Comment tu gères les relances? C'est quoi ton framework là-dessus? Mmh. Bah, déjà, mon objectif, c'est de comprendre et toujours d'essayer de me mettre dans la peau de mon prospect, d'essayer de comprendre ce sur quoi il va réfléchir. OK, Caroline, je comprends que tu as besoin de réfléchir. Si on met le prix de côté, quels sont les éléments qui feraient qu'on collabore pas ensemble? OK, Tu donc vois? tu bats le fer tant qu'il est chaud Exactement. et Et c'est à pareil pour les autres prestats, hein. Pour les autres prestats, c'est intéressant. Tu as été contacté par 3 autres personnes. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as toujours pas pris les rendez-vous avec eux là? une dominatrix, c'est une dominatrix et c'est le moment où le client peut-être il peut dire: «Eh, je suis prêt à signer maintenant, mais tu me fais une ristourne, tu me fais un petit geste». Déjà, je désamorce et je lui dis quand tu me parles d'une ristourne, tu parles de quoi exactement? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu peux me proposer mieux qu'au voisin? OK. En dehors de ce geste, si je te fais pas ce geste, on collabore pas ensemble. C'est rédhibitoire pour toi. Bah, disons que j'aurais du mal dans le budget qui est imparti. OK. Le sujet, c'est sortir l'argent tout de suite. Donc, c'est vraiment le fait de dépenser cette somme ou c'est le fait de dire, bon, bah, le premier raconte, il va être d'un certain montant et compte tenu des dépenses que tu as, ça peut être plus digestible peut-être de le réduire. C'est le fait de devoir sortir cette somme sans y avoir été vraiment préparé. OK. Toutes les dépenses que tu as dans ton entreprise, que tu as faites, tu as toujours été préparé aux dépenses? Oui, sur ces montants-là, oui. Mmh. OK. Qu'est-ce qui ferait que tu te sentes totalement à l'aise sur ce montant? Qu'est-ce qu'il faudrait que l'offre ait pour que tu te dises, OK, je me sens totalement à l'aise de mettre ce montant? Il faudrait que j'ai une garantie de résultat. Garantie de résultat, c'est 2 choses. Moi, j'adore cette objection-là, c'est: «Est-ce que tu peux me garantir des résultats?» parce que je dis toujours: «Moi, je peux pas te garantir de résultats pour nous 2. Par contre, je peux prendre la Mmh. responsabilité de mon côté. Ce que je peux faire, c'est m'assurer d'être toujours disponible, de telle heure à telle heure, par exemple, de te délivrer la meilleure qualité possible, de te proposer autant d'allers-retours que nécessaire pour être sûr que tu comprennes. Ça, c'est la partie sur laquelle je m'engage. Est-ce que toi, tu es capable de me signer par A plus B que tu vas appliquer tout ce que je vais te donner?» Oui. OK, donc tu peux me le signer que si jamais tu n'appliques pas, Mmh. il y aura pas de résultat, en gros. Donc tu es sûr de pouvoir appliquer tout ce qu'il y a écrit là-dedans et tu es prêt à me le signer. Comment je peux le vérifier? Bah, on peut se faire des points toutes les semaines, tu as mon WhatsApp. Je remets toujours la responsabilité sur l'autre. Ça, c'est super important, c'est prends ta part de responsabilité. La majorité des gens, en fait, ils disent non parce qu'ils sont incapables de te prouver par A plus B qu'ils vont le faire. Mais Ce là, qui ça leur doute- met pas la pression. Au contraire, quand tu leur dis, en fait, c'est entre tes mains, c'est ta responsabilité, ils se disent: Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai envie que ça marche ensemble. Par contre, il y a des paramètres sur lesquels j'ai pas de contrôle. Tu vois? En fait, c'est comme si tu dis à quelqu'un, bah, garantis-moi qu'au restaurant, le plat que je vais manger, il va me plaire. Non,
Je peux te Mmh. garantir que je vais y mettre tout l'amour, que je vais y mettre des bons ingrédients, que la recette, elle plaît à une majorité de gens, que c'est sûr que tu vas avoir le ventre rempli, que c'est Mmh. équilibré, qu'il y a X milliers de calories. Par contre, je peux pas savoir si toi, tu vas aimer le plat. Est-ce que toi, tu peux me signer par A plus B que tu aimes tous ces aliments ensemble? Non, t'en sais rien parce que t'as pas goûté encore. Donc, il y a toujours une part de risque et elle fait partie du business et c'est normal. Le but, c'est juste de remettre un peu de perspective. C'est pas de répondre tout de suite à oui, bon, bah, tu veux du résultat, bah voilà comment je te promets que tu as du résultat. C'est juste, je remets la responsabilité Mmh. que si on doit collaborer ensemble, c'est un échange. Je suis là pour solutionner un problème. Mais si ton problème évolue, si ton problème change de spectre, si finalement, toi, t'es pas prêt à mettre les efforts en Mmh. face, en fait, il se passera rien. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas sympa de mettre un peu de réassurance par rapport à d'autres clients avec lesquels tu as bossé? Du genre de dire: «Ah mais tu me rappelles en fait une de mes clientes X». C'est pas le moment où on peut aussi soit s'appuyer sur un testimonial, soit dire: «Tu devrais la contacter de ma part parce qu'elle va t'expliquer comment ça se passe, ça pourrait te rassurer». Moi, ce Bah, que en je fait, ferais, mais c'est pour ça qu'on isole l'objection avant. En fait, le sujet de la garantie de résultat, ça peut être deux raisons. La première, c'est j'ai peur que ça va pas marcher. Ok. Donc, j'ai peur que ça va pas marcher. Là, le testimonial est parfait pour ça. Parce que du coup, on peut mmh, dire, bah, si tu as peur que ça marche pas, si tu veux, je peux te mettre en relation avec une cliente qui va t'expliquer pourquoi ça a marché mmh. pour elle. Et comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour toi. La deuxième, c'est je veux une garantie de résultat parce que je veux me dire que, au cas où tu fais de la merde, je peux récupérer mon argent. Et c'est pas la même Ah chose. oui, non, Parce que non, c'est ouais. pas aussi sain, tu Ouais et vois. puis ça, c'est ingrat dans le service. Ouais. Exactement. Et très souvent, dans le service, tu peux Mmh. avoir ce genre de prospect qui dit non, non, moi, je veux une garantie de résultat. Comme ça, si j'estime que tu n'es pas à la hauteur de mes propres exigences, non, Red mais en fait, flag. red flag. Ouais. Exactement. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça que je fais très Ouais. attention à cette question et que je dis jamais à mes élèves de tout de suite Mmh. répondre sur un testimonial, mais vérifie d'abord, éclaircis, creuse, Mmh. essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que c'est il a peur de perdre son argent et donc il se dit ouais, ouais, bah, je mets une sécurité et c'est une assurance. En fait, non. Le business, il y a une part de risque et c'est comme ça. Ou est-ce que c'est j'ai besoin d'être assuré parce que bah, je ne sais pas si ça va marcher pour moi et dans ce cas-là, j'aimerais parler à quelqu'un. Une fois que tu as la réponse à ça, là, bien évidemment, le testimonial a beaucoup plus d'impact. Mais si tu donnes tout de suite le testimonial alors que c'était l'autre option, Mmh. en fait, tu grilles ta cartouche, tu utilises tes clients en plus qui vont être appelés à chaque fois par tes prospects Mmh. et bah, c'est pas forcément agréable non plus. Donc, il faut vraiment les utiliser au bon moment pour être sûr que derrière, ça amène à la signature d'un deal. C'est quoi un peu tes techniques, pour aller relancer sans être un gros lourdeau? Plus on a des éléments dans les questions, plus on va avoir du contexte pour nos messages. Donc, en fait, les éléments que je vais récupérer dans les questions vont être des contextes. Et donc, je vais pouvoir dire, Caro, quand on a discuté ensemble, tu m'as parlé de ça, tu m'as dit que ça, c'était un problème. Mmh. J'ai peut-être une solution pour toi. Ou tiens, ça m'a fait penser à ça. Voilà la ressource. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir y mettre du contexte. Ça va me faire gagner du temps. D'où l'importance d'enregistrer ces appels. Avec l'IA, aujourd'hui, on peut récupérer pas mal d'infos. Une fois que j'ai eu mon contexte, la question c'est quelles sont les ressources, quelles sont les problématiques dont il m'a parlé pour lesquelles je vais pouvoir créer des lead magnets, des ressources personnalisées et lui envoyer pour l'aider dans sa réflexion. En fait, il ne faut pas que ce soit pensé comme tiens, je t'envoie une ressource parce que tu es sympa. Il Mmh. faut que je t'envoie une ressource qui va te permettre de parfaire ta réflexion. Et donc, vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a vraiment bloqué la personne. Est-ce que c'était juste une question de budget ou est-ce qu'il y avait autre chose, mauvais timing, pas maturité, pas de compréhension du problème, etc. Et donc, en fonction de ça, je vais créer des ressources adaptées. Donc, il faut d'abord penser le process à l'envers. Pense aux raisons pour lesquelles tes prospects bloquent. Pense à quelles sont les ressources que tu pourrais créer pour les aider à avancer dans ta réflexion, sans pour autant parler de ton offre, mais vraiment prendre conscience que le problème est urgent et donc à résoudre. Et ensuite, mets du contexte par rapport aux questions que tu as posées pour faire un message qui soit le plus structuré possible et impactant. Et tu parlais d'enregistrer ces conversations. Tout à l'heure, en off, tu me partageais un truc intéressant. Toi, tu utilises, du coup, un framework pour pouvoir récupérer un peu les retours, les objections clients, les réponses même à tes DM. Mhm. Tu peux nous expliquer ça? Parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans la logique de vendre eux-mêmes, c'est un système qu'ils peuvent mettre en place aussi. Moi, ce que je fais aujourd'hui, j'ai l'avantage de vendre de la vente. Et donc, du coup, j'utilise vraiment cette compétence dans l'intégralité de mon business. Et donc, par exemple, sur la partie acquisition, je dirais plus marketing. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une IA aujourd'hui qui répond à mes DM sur Instagram. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, je plug ça à Claude qui analyse les conversations et qui me permet de récupérer les secteurs d'activité de ma cible, les problématiques qui ressortent. Et avec ces éléments-là, moi, ça me permet de créer du contenu. Et donc, du coup, de répondre aux doutes potentiels que les personnes pourraient avoir avant même de m'avoir C'est en trop rendez-vous. bien. Et donc, du coup, quand ils arrivent en rendez-vous, en réalité, mon contenu a déjà fait une grosse partie du job puisqu'il a Et tu peux répondu. même leur envoyer après. Bah, exactement. Et en fait, derrière, ce que je fais, c'est qu'on les classe. Et donc, moi, j'ai des closeuses qui ensuite envoient des ressources qui sont basées là-dessus. Donc, on a des ressources classées par secteur d'activité parce Mhm. qu'aujourd'hui, on a accompagné plus d'une cinquantaine de secteurs d'activité dans l'académie. Donc, on a vraiment pas mal de cas clients avec des résultats d'avant-après, des étapes. Et puis, les modules sont personnalisés là-dessus pour envoyer des ressources adaptées
mais basé sur les échanges. En fait, moi, ce que je veux, c'est que je fasse du contenu, que j'échange avec mes clients ou que je fasse des emails de nurturing, de follow-up. Il faut toujours que je réutilise les mots mentionnés par mes prospects. Ok. En fait, je suis pas là pour montrer que je suis plus intelligente et que je connais des mots plus compliqués. Tu es Je là suis là pour réutiliser leurs mots ouais, et qu'ils te comprennent mettre au que même niveau. je suis la bonne solution. En fait, il faut que dès qu'ils pensent au problème, ils pensent à moi. Et pour ça, il faut que je parle leur langage. Quand est-ce qu'on relance? C'est quoi ta religion là-dessus? Toi qui as vendu du software, plein de types de services différents. Ça dépend la durée du cycle de vente que tu as. En fait, Raconte. plus tu as une durée de cycle de vente longue, plus tu peux mettre de l'espace entre tes relances parce que forcément, c'est des process qui sont un petit peu plus longs, parce que il y a pas Est-ce mal de choses à mettre en place. Chez HubSpot, on relançait à peu près tous les mois et demi, 2 mois. donc c'est vraiment lié à des problématiques d'adoption, c'est-à-dire plus c'est complexe à mettre en place, plus le cycle de vente est long? Ouais, OK. exactement. En fait, c'est lié à plusieurs choses. La première, c'est la part de risque au sein de la société. Mmh. Un entrepreneur qui vient me voir et qui fait une formation en vente, même si on est sur du high ticket, globalement, la part de risque, elle est très Ouais. faible. Il va repartir avec du Mmh. contenu, de la connaissance et forcément des résultats. La question, c'est à quelle échelle est-ce qu'il va évaluer que c'était intéressant pour lui par rapport aux résultats qu'il a. Quand tu mets en place un CRM ou un software, tu te plantes sur ton CRM, tu perds toute ta donnée client. Le risque n'est absolument pas le même. Et donc, du coup, ça va créer de l'incertitude. Cette incertitude va créer de la complexité dans la prise de décision et donc va créer une durée de cycle de vente qui va être beaucoup plus longue. Va donc demander plusieurs interlocuteurs. Plus tu multiplies les interlocuteurs, l'incertitude et la complexité de la solution, plus tu vas avoir des cycles de vente longs. Donc cycle de vente long, voire très long, tous les 1 mois et demi. Ouais. Cycle de vente plus court. Alors, moi, je disais dans le CRM 1 mois et demi. Après, c'est honnêtement basé sur la temporalité et ça dépend encore une fois de la typologie de relance. Envoyer de la valeur, il n'y a pas vraiment de temporalité statistique très efficace là-dessus. Ok, C'est très oui. compliqué Ouais. Il parce faut que que ça ce soit dépend justement du prospect. ouais, Et il faut que ce soit un personnalisé. peu spontané. Exactement. Par contre, relancer pour savoir où en est le projet, nous, on faisait à peu près ça tous les 2, je dirais plus 2-3 mois, parce qu'en 2-3 mois, on savait qu'il y avait eu un trimestre et donc Ok. il y avait d'autres budgets, d'autres objectifs, parce que souvent, ils étaient au trimestre. C'est quantifier les relances? Tu te dis, je relance toujours 3 fois, 5 fois, parfois on dit il faut Entre 7 et jusqu'à 8 7 fois. et ouais. C'est la stat, hein. Ouais. 7 et 8 fois dans le B2B. Dans le B2C, c'est quand même différent. Dans le B2C, on va plus faire des emails de nurturing, etc. Et moi, je dis à mes closeuses de relancer, parce que j'ai une partie de B2C, une partie B2B. Je leur dis de relancer, mais pareil, avec des cas clients de manière ultra personnalisée et basée sur la temporalité. Quelqu'un qui nous dit, bon, bah voilà, là, j'attends des gros contrats sur le mois qui arrive. Donc, ce sera forcément un meilleur moment pour moi d'investir parce que j'aurai de la trésorerie. Là, actuellement, je n'en ai pas. Je ne vends pas gratuitement, donc forcément, c'est important. Dans ce cas-là, la relance, elle va plus se faire au bout de 2 semaines. Ah, comment ça s'est passé au niveau de tes contrats? Comment ça avance? Pour savoir si dans 2 semaines encore, ça vaut le coup. Mais c'est juste un petit message. La question, c'est jamais à quelle fréquence je relance. C'est comment est-ce que tu relances? Est-ce que tu relances de manière lourdeau ou est-ce que tu relances de manière personnalisée, adaptée à un contexte et c'est pas un vieux message copié? C'est quoi le bon message, par exemple, pour aider un coach, un thérapeute? C'est quoi le message de relance parfait face à un client qui hésite, qui doit revenir vers toi et qui ça fait 2 fois qu'il te répond pas? Pour moi, c'est vraiment j'ai pensé à toi par rapport à notre discussion, j'ai pensé à toi, voilà pourquoi j'ai pensé à toi, voilà la valeur qui pourra t'aider. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut juste s'assurer que minimum tous les trimestres, tu recontacté tous les gens à qui tu as parlé le trimestre d'avant. Et est-ce que tu upsell aussi? Parce que ça, c'est un truc tout bête, mais dans les stratégies d'acquisition, en fait, c'est toujours, toujours plus de clients et tu regardes le gros hack vraiment, genre 80 des gens, pour vraiment défoncer leur rentabilité, c'est au lieu d'aller dépenser de l'argent pour acquérir des nouveaux clients, est-ce que tu as refait le tour de tes clients en les appelant et en disant c'est long time no see, comment ça évolue pour toi en ce moment, tout ça? Est-ce que ça, tu le fais? T'encourages les gens à le Ouais. faire? En fait, mes offres, elles suivent toujours le cycle de vie de mes clients. C'est pas des offres qui sortent comme ça de ma tête. Et donc, l'upsell, en fait, il peut se faire en downsell, Mhm. et il peut se faire aussi en upsell. En n'ayant qu'un seul produit et en créant le produit qui est plus en amont, j'ai pu rappeler des clients pour qui c'était pas le moment en disant, voilà, je sais que l'académie n'était pas le bon moment. Tu me dis que c'est toujours pas le bon moment, mais ça tombe bien parce que j'ai créé une offre pour toi maintenant. Et appeler mes clients d'aujourd'hui pour leur dire, d'ailleurs, si tu veux continuer, il y a une offre pour toi après. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour finir un peu l'épisode sur, comment, sur la négociation, sur comment ne pas se brader pour signer? Mm. Est-ce qu'il y a des trucs où tu vois chez tes clients qu'il y a un switch, il y a un pivot? Et moi, il y a une question que j'invite tous les solopreneurs et entrepreneurs à poser pour la partie préparation. Appelez vos clients et demandez-leur si demain, ils devaient vous vendre à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils diraient? Pareil pour la partie prix. Qu'est-ce qu'ils diraient à quelqu'un qui dirait ah, c'est vrai que c'est un peu cher? Et ça vous donnera vraiment pas mal d'éléments et surtout beaucoup plus de conviction. Trop bien. Ensuite, il y a la partie question. Donc, c'est vraiment venir quantifier le prix. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est tu perds du temps combien, tu perds de l'argent combien, etc. Ça va me permettre de me mettre dans une posture où je vais me dire, en fait, Caro, si je te propose une offre à 4 000 € mais que tu perds 8 000 € par Mmh. mois,
Peut-être, Pose-toi les l'offre à bonnes 4 000, questions. elle est rentabilisée en un mois. Mmh. Est-ce que c'est totalement déconnant de mettre 4 000 € pour quelque chose qui va t'en rapporter, qui te fait faire récupérer 8 000, ne serait-ce que sur un mois, sans compter les prochains mois et les prochaines années? Ça va être du coup dans la partie questionnement et donc ça va me permettre au moment de la présentation de mon prix de l'enrober. C'est pour ça que j'appelle ça l'enrobage du prix. Je le corrèle à une valeur qui est liée à ce que toi tu perds aujourd'hui Mmh. et donc ce que tu vas gagner. Et donc investir fait que ça te paraît tout de suite moins cher. Et ensuite, la dernière partie, c'est quand bien même on arrive sur certains deals où on est obligé de négocier parce que image de marque, parce que deal, parce que budget, Mmh. parce que voilà, il faut appeler un chat un chat. Dans le business, il y a de la négociation, c'est ainsi, ça nous permet de gagner des deals. La question, c'est quelle contrepartie je vais demander au prospect contre cette remise. Et donc, tu vois, si tu me dis, moi, j'aimerais bien un geste, par exemple, si on revient au scénario de tout à l'heure, Ouais. moi, j'aimerais bien 10%. Moi, je vais dire, OK, Caro, qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter pour justifier que toi, tes 10% On de négocie remise? jamais dans le vide. Jamais. Mais en fait, c'est juste cette phrase de remettre en perspective Ouais. et je te change de posture. Je te dis, Caro, moi, en fait, Mmh. je suis pas contre te donner 10%, mais comment est-ce que je justifie que toi, je te donne 10% et au client d'avant, je lui ai pas Mmh. donné 10? Qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter que le client d'avant ne m'a pas donné? Et si tu me J'adore. dis, je peux te recommander, j'ai plein de prospects et tout, Mmh. OK, génial, tu peux me faire un écrit? Moi, tu me donnes les 3 contacts, numéro de téléphone, tu me fais une intro, je Mmh. t'assure que la remise, tu l'as. Trop Pourquoi? bien. Parce que les 10% que j'ai perdus de marge sur le devis, Mmh. en fait, je les ai récupérés en acquisition client. J'adore, t'es trop forte. J'espère que cet épisode vous a plu. Je l'ai pas invitée pour rien, c'est une tueuse et je suis trop fière d'elle. Merci Shannon. Où est-ce Merci, qu'on peut Caro. te retrouver et comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ta formation, à ton programme pour devenir meilleure en vente? Oui, alors tu peux me retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Oh là Je là, suis elle est partout. partout. J'ai été formée à Bonne École chez Agence Personnelle, Bah, j'avoue. ça t'a lancé, mais c'est hallucinant à quel point ta Ouais. trajectoire, ça a pris depuis là. Mais j'ai tellement Trop forte. analysé comment fonctionnait Clément que j'avoue que j'ai pris un peu On tous associe. ces trucs et je me suis dit, OK, maintenant que j'ai compris comment on fait, Mm. je vais y aller all-in. Mais Et c'est vrai que canon. ça m'a vachement aidé. Donc pour ça, je te suis très reconnaissante. Merci. Trop bien. Et ben, on mettra ça dans la description. Merci à Merci, tous Caro. pour votre écoute. Rendez-vous jeudi pour la hotline de Caro en direct sur tous les réseaux et mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.